La troïka stratégique n'a pas été instituée que pour la gestion des finances publiques. C'est pour la gestion des politiques économiques, des politiques sociales, dans leur ensemble. La troïka stratégique, c'est une méthode de travail qui permet la surveillance des indicateurs macroéconomiques du pays, et cela de manière hebdomadaire. Il est 4h55 à Kinshasa. La majorité des Kinois dorment encore. Soudain, un cortège sans sirène arrive à la primature. Un homme à la cravate rouge débarque sous les honneurs du corps des gardes. Il s'agit de Matata Ponyo Mapon, Premier ministre de la République démocratique du Congo. La pendule de la primature indique 5 heures du matin. Des agents de l'ordre, ceux du protocole et du secrétariat d'appoint sont habitués à cet exercice devenu un rituel. Matata Ponyo rentre dans son bureau. Chrétien pratiquant, il prend quelques minutes pour entrer en contact avec son Dieu, source de sagesse et d'intelligence. Il a 2 heures pour réfléchir sur les grands dossiers sans que son téléphone ne puisse sonner avant de présider la première réunion de la journée à 7 heures précises. Le ministre des Finances, celui du budget, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le ministre de l'économie nationale, tous membres de la troïka stratégique que préside le Premier ministre, débarquent chaque lundi à la primature avant 6h45. Il est 7 heures du matin. L'équipe affiche complet. La réunion de la troïka stratégique peut commencer autour de cette table ronde dans une salle mythique de 6,11 mètres de longueur et 5,48 mètres de largeur. Sur l'un des murs, 5 portraits des premiers ministres qui ont marqué le pays parmi tant d'autres. Au coin de la salle se trouve le buste de Mzee Laurent Désiré Kabila, dont le regard surveille le participant comme pour leur dire « Ne jamais trahir les Congos ». Dans la salle, on y trouve des œuvres d'art des artistes congolais, des tableaux, des pots de fleurs naturelles, des sculptures en bois wenge, bois rare et cher à travers le monde. Mais c'est quoi la troïka stratégique, monsieur le Premier ministre? Être Premier ministre est une tâche importante qui consiste à pouvoir coordonner l'activité de l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Et à ce sujet, j'avais besoin d'un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est un tableau qui reprend les principaux signaux vitaux de l'économie et qui vous permet à ce moment-là de dire attention, vous êtes devant le tableau vert. Attention, vous êtes devant le signe rouge. Attention, vous êtes devant le signal jaune. Et en fonction du niveau d'urgence, en fonction des besoins de l'économie, vous savez jouer sur les différentes manettes de gestion économique. Et la troïka stratégique fut donc conçue comme une structure restreinte, dynamique, compétente, éveillée pour le suivi des signaux vitaux
de l'économie nationale. Et donc, ça me permettait de suivre la température exacte de l'économie au terme d'une semaine et de pouvoir identifier les principaux leviers de gestion économique dans la conjoncture nationale. Oui, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a présidé la réunion de la Troïka stratégique de ce jour, au cours de laquelle il a été examiné la situation économique internationale et la situation économique à l'intérieur du pays. En liminaire, il a été rappelé que l'actualité économique reste dominée par la tenue des assises de la COP 22 à Marrakech au Maroc. Deuxièmement, il a été rappelé le plan Marshall que prépare l'Allemagne pour l'Afrique. Vous connaissez le format de cette réunion. Il y a généralement une vue d'ensemble de la situation économique et financière et on aborde toujours quelques points particuliers. Aujourd'hui, un point particulier, c'est ce qui se passe sur le marché du ciment. Le gouvernement est très préoccupé par les perturbations que l'on vit aujourd'hui sur le marché du ciment où le prix s'est envolé à des niveaux quand même qui nous paraissent inquiétants. Inquiétants dans la mesure où le secteur de bâtiment est un secteur porteur de croissance et nous voulons vraiment que ce secteur puisse continuer à jouer le rôle qu'il joue aujourd'hui dans la construction du pays, dans les infrastructures, mais aussi dans les bâtiments privés. Et en ce qui concerne la situation économique au niveau national, il convient de rappeler que les estimations de taux de croissance sur base de la production jusqu'à fin mars, ces taux se situent à 5,3%. Et en ce qui concerne le taux d'inflation, on a noté une légère hausse de 1,12% et en annualisé, on est à 2,13%. Véritable levier des gestions de l'économie nationale, la Troïka stratégique est devenue au fil du temps un think tank stratégique sur la manière de gérer la chose publique en République démocratique du Congo. Une structure souple dont le rôle a été fondamental dans la coordination des politiques sectorielles. Le rôle a été fondamental. D'abord pour faire la coordination des politiques. Vous savez, les politiques économiques, les politiques sociales, les politiques publiques de manière générale concernent plusieurs secteurs. Un. Deuxièmement, dans la mise en œuvre de ces politiques, il peut y avoir des antinomies, des contradictions. Il faut absolument une instance de coordination au niveau stratégique pour la conception, pour l'impulsion et ensuite pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre. Et la Troïka stratégique, telle qu'animée par le Premier ministre Matata, était d'abord un organe de suivi de la conjoncture économique et sociale, à la fois interne et externe, mais d'un point de vue stratégique. Ce n'est pas des questions de détail que nous examinions au niveau de la Troïka stratégique. Il y a les grands indicateurs découlant du programme d'action du gouvernement, adossés sur le budget de l'État. Et dans l'exécution au quotidien, nous devions rendre compte. On se retrouvait chaque lundi matin ici à la primature autour du Premier ministre, le ministre de Budget, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et le gouverneur de la Banque centrale pour qu'ensemble, on voit les cadrages macroéconomiques, chaque indicateur, comment il se comporte par rapport aux objectifs cibles donc, du gouvernement. Le professeur Michel Bongongo, ministre d'État en charge du budget, entouré des membres de la Troïka stratégique, parle lui aussi des merveilles de cette école d'excellence. Il serait difficile chaque jour que 45 membres du gouvernement commencent à réfléchir, à débattre sur les mêmes questions. C'est une organisation rationnelle du travail.
Sinon, on risquerait, n'est-ce pas, d'avoir le Conseil des ministres qui peut passer toute une journée où on va débattre de tout. C'est pas bon. Né de la volonté du Premier ministre Matata Ponyo Mapon pour assurer la cohésion et la coordination des matières financières pour une comptabilité saine et prévisionnelle en parallèle avec les objectifs du gouvernement, la Troïka stratégique, en tant que réunion hautement technique, a bénéficié de l'attention soutenue de tous les membres de cette structure. Cette réunion ne dure que 60 minutes, pas plus. Chaque semaine, il y a des services qui sont impliqués dans le processus budgétaire. Ces services touchent au ministère des Finances, touchent au ministère du Budget, touchent à la Banque centrale. Bien entendu, avec des implications sur d'autres ministères sectoriels. Alors, chaque semaine, il y a un service technique du ministère des Finances qui s'appelle le CTR. Le CTR collecte les informations venues de toutes ces entités, c'est-à-dire du ministère des Finances en ce qui concerne les paiements, du ministère du Budget en ce qui concerne les engagements, du ministère des ministères sectoriels, mais aussi de la Banque centrale en ce qui concerne le suivi des indicateurs clés comme le taux d'inflation, le taux de change. Le CTR fait la compilation de toutes ces données et une fois approuvé à mon niveau, c'est alors dispatché auprès de personnes concernées, donc les membres de la Troïka. Ils ont les documents chaque vendredi soir, de manière que lundi, ils aient le temps de lire pendant le week-end. Et le lundi, nous avons les réunions consacrées à 7 h du matin, comme vous le savez. Personne ne croyait à la réussite d'une telle initiative prise par le Premier ministre pour examiner à la loupe et au jour le jour la situation économique du pays en y apportant de manière instantanée des solutions palpables aux problèmes qui se posent. C'est ici où l'évidence du mérite de la Troïka stratégique s'explique clairement. C'est un instrument efficace de gestion des politiques économiques. Et parmi les réalisations qu'on peut attribuer à la Troïka stratégique, c'est notamment la stabilité légendaire du taux d'échange et des prix intérieurs. Jamais la RDC n'a réalisé une telle stabilité sur plusieurs années, en dépit de quelques soubresauts qu'on peut signaler vers la fin de notre mandat. Jamais la RDC n'a réalisé des taux d'inflation aussi bas, inférieurs à 1%, pendant des années, comme ça a été le cas. Et l'un des leviers de gestion de ces défis, c'est la Troïka stratégique, où vous retrouvez non seulement le Premier ministre, le ministre des Finances, un acteur clé, le ministre d'État au budget, un acteur clé, le gouverneur de la Banque centrale, un acteur clé, le ministre de l'économie nationale, un acteur clé. Et donc, parmi les réalisations, il y a la stabilité macroéconomique, mais il y a aussi la reprise de l'activité économique, mais aussi, enfin, les différentes réformes économiques qui constituent en fait les détonateurs pour la croissance économique. Fruit des durs labeurs et d'une rigueur qui s'est imprimée petit à petit dans toutes les filières de la gestion des finances publiques, doublée d'une orthodoxie dans l'exécution des dépenses publiques, la Troïka stratégique est devenue l'instance porte-voix d'une gestion sur base caisse qui consacre la culture de la redevabilité et oblige les gestionnaires à ne dépenser que ce qu'ils ont mobilisé. En d'autres termes, faire la politique de ces moyens en produisant des résultats concrets et palpables au bénéfice de tous. C'est grâce à cet outil spécial de travail que la République démocratique du Congo, RDC, est devenue l'un des pays de l'Afrique subsaharienne qui a enregistré un taux de croissance économique très élevé pendant une longue période. Celle-ci a frôlé les 2 chiffres
car il a atteint les 9,5% en 2014, avec des projections rassurantes fixées à 10,4% en 2015. Suite à ces dynamismes, le pays de Lumumba s'est vu propulsé dans les top 10 des pays réformateurs de la planète en 2015. Tous les économistes du monde entier ont vu s'élever du cœur de l'Afrique une fumée blanche, preuve d'espoir qu'un pays africain peut prospérer sans assistance technique et financière du Fonds monétaire international. Malgré les turbulences mondiales et malgré les risques qui s'accumulent à l'horizon, il y a un certain nombre de pays qui arrivent à mieux tirer leur épingle du jeu. Et je constate que la RDC, grâce à des matières premières dont elle dispose, grâce à une économie plus diversifiée que d'autres, résiste plutôt mieux que d'autres aux difficultés économiques actuelles. Mais cela n'empêche qu'il faut avoir une politique rigoureuse, disciplinée et être très attentif à la poursuite de la diversification de l'économie en même temps qu'à la préservation des ressources. Je suis sûre que Monsieur le Premier ministre aura à cœur de le poursuivre, mais dont il a fait la démonstration d'un bon travail jusqu'à maintenant. J'ai été impressionnée par la qualité des résultats, par l'amélioration considérable qui a été réalisée au cours des derniers mois. Et je suis sûre que sous l'autorité du Premier ministre, les mesures de politique économique, le cadrage macroéconomique ont été extrêmement utiles pour permettre le développement de cette croissance. Je crois qu'il faut maintenant consolider cette croissance, consolider ce bon cadrage macroéconomique pour permettre à l'économie congolaise de résister en cas de choc, parce que la situation internationale n'est pas d'une parfaite stabilité et il vaut mieux avoir, j'ai dit ce matin, un parapluie à ouvrir si jamais il pleut. Je crois que le parapluie congolais contre la pluie internationale est solide. Et ça c'est la leçon qu'on peut tirer de la bonne gestion des finances publiques. Quand il y a une bonne gestion des finances publiques qui permettent de dégager des excédents budgétaires, ça permet à ce moment-là de financer une politique au service des populations, au service de l'éducation. Moi je suis maman de grands enfants et je sais à quel point il est important de financer l'éducation et de permettre à des jeunes de réaliser leur potentiel. Je me réjouis que les jeunes Congolais puissent bénéficier de ce genre d'investissement. Une performance inouïe. Mais c'était sans compter avec la chute des cours des matières premières sur le marché international qui a frappé de plein fouet toutes les économies tributaires des ressources naturelles. La RDC faisant partie de ces pays a vu toutes ses ambitions bousculées et revues à la baisse par ces chocs exogènes. Malgré ces difficultés, le pays a développé une résilience très solide par rapport à plusieurs pays africains et pourra rebondir dans la bonne direction, et c'est dans le meilleur délai, une fois que ce vent violent cessera de siffler. Ça, c'est un outil de gestion, comme je le dis, parce que selon le Premier ministre, mais ça c'est le b.a.-ba en termes de management, vous ne pouvez pas prendre une décision au cours d'une réunion ministérielle de ce haut niveau sans pour autant spécifier qui va l'exécuter, qui va en assurer le suivi. Or, ce qui se passe, c'est que justement, quand on a spécifié, on dit que bon, la décision a été prise, elle doit être mise en œuvre par tel ministre, mais bien entendu, il doit le faire, parce que le jour où on va rendre compte, il faut que le ministre dise qu'est-ce qu'il a fait de cette décision. Si elle n'a pas été exécutée, pourquoi? Et donc vous comprenez bien la pression qu'il y a. Alors, moi, à mon niveau, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après la réunion, je rédige ces papiers, donc c'est vraiment le tableau de suivi, le tableau de bord en ce qui concerne la troïka stratégique, dispatché à toutes les personnes impliquées en termes de recommandations, et chaque semaine, je les relance. Où en êtes-vous, monsieur le ministre, avec ceci? Parce qu'il a été demandé par email, par SMS, par des appels, par des contacts physiques. Parce que bon, tout le monde est traqué pour, y compris le Premier ministre lui-même. Il demande, rappelez-moi aussi mes recommandations pour que je les mette en œuvre. Donc voilà, et
Et ça, je peux vous garantir que généralement, le taux d'exécution des recommandations, c'est plus de 90%. Que restera-t-il de la troïka stratégique? Tous les observateurs avertis sont unanimes sur l'importance de cette instance décisionnelle pour la postérité. Reste à savoir si tous les locataires de la résidence de Lumumba vont l'exploiter à bon escient comme levier de gestion. Le rôle d'une troïka stratégique est d'une troïka qui a fonctionné sur une base régulière et qui était une instance de suivi extrêmement rigoureuse. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir à la troïka stratégique et vous aviez un certain nombre de responsabilités qui vous avaient été assignées, des actions à prendre. Vous venez à la prochaine troïka et vous dites que vous n'avez pas... C'est pas possible. C'était inconcevable. C'est vraiment une instance de coordination, de suivi-évaluation, mais où la méthode était axée sur les résultats, d'une part, mais aussi la rigueur. C'était vraiment rigueur, rigueur et rigueur. On peut changer de nom, mais si on annule ou on écarte dans la démarche cette politique, je vous dis, l'économie va très mal tourner. Nous sommes une économie fragile, nous devons avoir des méthodes de surveillance, des indicateurs principaux de l'économie. Pendant les dernières années marquant le passage de Matata Ponyo à la primature, des résultats positifs ont été enregistrés sur l'économie du pays grâce à la tenue, en début de chaque semaine, de cette réunion de la troïka stratégique ordinaire comme spéciale. La troïka stratégique a en effet fait ses preuves dans la stabilisation du cadre macroéconomique. Le terme cadre macroéconomique est devenu plus que populaire. Train de vie des institutions revues à la baisse de 30% sur ordre du chef de l'État. Taux d'échange maîtrisé. Inflation contenue en deçà d'1% pendant 5 ans. Les prix intérieurs stabilisés au bénéfice de tous. Les dépenses publiques rationalisées. Les réserves d'échange consolidées. Bref, la troïka stratégique a suscité plus que jamais un élan d'espoir dans le chef des agents économiques au Congo-Kinshasa. Elle s'est avérée une véritable sentinelle de l'économie nationale et une source intarissable d'informations économiques de première main pour les chercheurs, étudiants, gestionnaires et autres opérateurs économiques. Une véritable boussole économique placée sur la table du chef du gouvernement. En principe, la gestion économique au plus haut niveau d'un pays nécessite la mise en œuvre de certains mécanismes de gestion souples. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous pensons conseiller ce type de structure, quel que soit le nom qui peut être attribué, mais une concertation régulière, permanente, de certains secteurs clés, de certains animateurs de secteurs clés, est indispensable dans la gestion orthodoxe, dynamique, efficace de la politique économique d'un pays. Le succès, la réalisation des objectifs en dépendent suffisamment. En termes de conseils, il faut absolument avoir des petites structures légères, des consultations, des prises de décisions et des suivis, évaluations. J'insiste, des suivis, évaluations. La réunion des troïkas stratégiques se termine toujours par l'examen et l'évaluation des décisions prises la semaine passée. Dieu merci, les taux d'exécution étaient toujours entre 90 et 100%. C'est ça le mystère de la troïka stratégique. C'est non seulement examiner, prendre des décisions, mais c'est aussi suivre l'exécution. Cette façon de travailler du Premier ministre Matata Ponyo a laissé des empreintes indélébiles dans le chef de ceux qui ont travaillé avec lui. Les témoignages sont éloquents sur la ponctualité, la propreté, la rigueur, l'ordre et le travail de l'homme.
le passage au Premier ministre, l'eau qu'on a retenir, la rigueur, la discipline, la propriété. Awa sanction est par exemple au tiki porte ouverte, pas pour sanctionner, ou soit pas manquer tes salité, pas pour sanctionner. Il faut à chaque moment, un visiteur sur le côté, battre d'été et puis battre la propriété. Chez Matata, nous avons d'abord retenu la discipline aussi, parce qu'il nous a vraiment disciplinés. En tout cas, vraiment là, c'est coup de chapeau à propos de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et puis, on a retenu aussi comment travailler, comment se réveiller à temps, comment vraiment disposer votre temps pour le travail. Matata Pognon lègue ainsi à la postérité une richesse, les concepts nouveaux, la matatisation de la gestion de la chose publique. Plusieurs auteurs congolais comme étrangers sont en train de finaliser des ouvrages sur les néologismes matatisation et matatisme. Partir de là pour parler des matatisations, comme vous l'avez dit, je m'abstiens de faire un commentaire là-dessus. La matatisation, le matatisme, j'en ai entendu parler, mais je laisse à vous, les hommes et les femmes de la presse, d'en trouver le contenu, d'en trouver les explications. Je suis très éloigné de ces qualificatifs, mais si cela peut aider à pouvoir donner un modèle, une référence, un standard dans la gestion de la chose publique, je serai appelé à accompagner. Parce que rien de plus glorieux dans la vie, lorsqu'on a exercé les charges publiques, de se sacrifier soi-même pour les autres. C'est ça même l'essence. Je dis bien essence. C'est ça même l'essence de la fonction publique. Si l'on veut être meilleur dans la charge publique, dans l'exercice de la charge publique, il faut savoir se soustraire au profit des autres. Il faut savoir s'effacer au profit du plus grand nombre. Et le symbole que nous avons pris, le rouge, la cravate, le sacrifice que nous avons pu donner en nous astrayant à un usage des temps de 5 h du matin à 20 h, c'est justement pour ne pas rater l'occasion, parce qu'il est très rare d'être Premier ministre dans le monde entier. La rareté doit rimer avec l'excellence. La rareté doit rimer avec le succès au profit des autres. Quelle image les collaborateurs directs de Matata Pognon ont-ils gardé de lui? C'est un travailleur infatigable. C'est un homme méthodique dans la gestion de ses tâches en tant que Premier ministre. C'est un leader qui a la capacité de mobiliser les énergies des femmes et des hommes, des Congolais, pour les mettre au service du développement du pays. Et c'est quelqu'un qui n'a pas, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de famille, on va dire au sens géographique ou biologique, dans l'exécution des mandats qu'on lui confie. Sa famille, c'est l'excellence. Sa famille, c'est la compétence technique. Il a su construire une équipe de travail sur la base des critères d'autorité de compétence. Là aussi, c'est vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est une qualité essentielle de Matata. Mais quand, en plus, il a tout son monde autour de lui, il faut les manager, il faut les gérer sur les bases d'un programme qu'il assigne aux uns et aux autres, et il est extrêmement rigoureux et strict dans le suivi de l'exécution des mandats qu'il confie à ses collaborateurs. Je pense que le secret de son succès, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas,
c'est un monsieur discipliné, c'est un monsieur travailleur, c'est un monsieur qui a le sens du leadership et qui travaille réellement pour donner des résultats de développement au pays. Un homme esprit, c'est celui qui suit la satisfaction des besoins de l'esprit, le bien-être, la croissance, et donc le bien qui honore la République. Et donc, c'est la première caractéristique que je peux me permettre de dire qui concerne le Premier ministre. Un autre élément, M. Matata, c'est véritablement un nationaliste. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes bâtis pour que le pays, la RDC, devienne un État-nation. C'est important. Quand on devient une nation, c'est que tous, on a la volonté collective d'appartenir à un même espace. Un nationaliste ne voit pas sa tribu, ne voit pas sa province. Je ne suis pas de la même province que M. Matata. Je suis de la province du Bazouélé. Kitebi, il est dans le Bandundu. Je ne connais pas votre province et je n'ai même pas besoin de le connaître. Et donc, nous nous sommes unis et devenus comme des hommes dans une structure homogène, tout simplement parce que nous sommes tous caractérisés par la valeur du travail. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en véritable visionnaire, avait vu juste. Il avait raison de nommer à la surprise générale Matata Ponyo Mapon comme son premier ministre. Il a protégé son premier ministre du début jusqu'à la fin de son mandat, tel un bouclier sur lequel venaient échouer les flèches enflammées provenant de tous les horizons politiques de la RDC, reconnaissait publiquement à chaque occasion Matata Ponyo. La troïka stratégique était combattue au plus haut niveau et vouée même à la disparition. Mais Mapon a tenu bon contre vents et marées jusqu'à pousser ses détracteurs à aimer in fine la troïka stratégique. Ce monsieur a su traduire en acte la vision du président de la République et donner un contenu solide au deuxième mandat de ce dernier. L'homme à la cravate rouge aura marqué l'histoire économique de l'Afrique. Ses échos ont traversé mers et océans. Son savoir-faire et ses méthodes de travail font aujourd'hui la fierté de la République démocratique du Congo. Professeurs d'université, étudiants et chercheurs ont délié ici et là leur langue pour saluer les résultats obtenus grâce à la troïka stratégique. Mais la grande leçon à retenir, c'est l'excellence. L'excellence. Le Premier ministre qui vient d'avoir ce titre de Dr Noukauka, c'est à cause de l'excellence, à cause de sa gestion dans la bonne gouvernance économique du pays, qu'il a eu ce titre-là. Alors nous, étudiants, futurs cadres du pays, peut-être que nous allons décider de nous lancer dans ce chemin-là, parce que c'est un chemin qui amène au succès. Nous avons vu que les bonnes politiques économiques du pays ont conduit et continuent à conduire au bien-être collectif. C'est-à-dire que l'action d'une personne, aussi bien, aussi de quelle qualité soit-elle, peut conduire au bien-être collectif, et je pense que c'est de ça que la République a besoin. Pour tout dire, déjà, la leçon académique, c'est tout ce qui a été le plus révélateur, parce qu'on voit qu'il a apporté un plus. Et le plus qu'il a apporté sur les terrains opérationnels, maintenant, il a transplanté ça sur les terrains académiques pour pouvoir pérenniser cela pour le reste du temps. J'ai été très étonnée par
le commentaire du Premier ministre et ça m'a vraiment éduquée parce que je ne savais pas que le Congo, Kinshasa avait fait autant d'efforts et je pense qu'en tant qu'un pays africain, les autres pays devraient se référer à ça et prendre un exemple parce que c'est vraiment très impressionnant qu'un pays qui a connu la guerre avec toutes ses souffrances a pu se relever et être parmi selon ce que le Premier ministre a dit, ils ont été placés comme 3e pays au monde ayant relevé leur économie et c'est vraiment très impressionnant. Donc je pense que tous les pays africains qui souffrent de la pauvreté, qui rencontrent les difficultés, devraient prendre exemple de la RDC. C'est très encourageant en tant qu'un pays africain. Des hauts fonctionnaires, jusqu'au niveau du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, à l'instar de Maktar Diop, du vice-président du groupe de la Banque africaine de développement Emmanuel Mbi Ebot, plusieurs experts du Fonds monétaire international étaient régulièrement au rendez-vous de Kinshasa. Des professeurs des grandes universités de renommée mondiale comme Harvard, Oxford, Stanford, Montréal, Toronto, Anvers, Boston, Ohio, Brown, Georgetown, Panthéon-Sorbonne, Munich, Université Norvège des sciences et technologies, ainsi que les professeurs de plusieurs universités africaines et asiatiques étaient aussi de la partie. Toutes ces éminences grises ont fait régulièrement le déplacement de Kinshasa pour venir constater les prouesses de la Troïka stratégique et lui donner un coup de pouce intellectuel, notamment à travers les conférences internationales de très haut niveau sur différents thèmes comme la croissance économique inclusive en RDC, la diversification des sources et des financements d'une économie en crise, ainsi de suite. Il serait extrêmement important de rompre avec le système exclusif de l'économie rentière, fondé sur l'exportation de matières premières, pour une diversification de l'économie à base d'agriculture, à base d'industrie de transformation, d'industrie manufacturière. Je crois que le défi, le véritable défi de la RDC pour les années et les décennies qui viennent, se trouve là, dans cette diversification de l'économie. Et ce ne sera possible que si, dans le même temps, il y a un aménagement du territoire qui permet à l'ensemble des régions qui actuellement sont très désarticulées de retrouver une cohérence d'ensemble. Le Premier ministre qui fait un travail excellent, d'excellente qualité, a encore une fois clarifié les priorités du pays que sont l'agriculture, la question de l'aéroport de Goma, la question de financement des lignes de transmission pour le parc agricole. La croissance économique, pour se traduire en travail et en travail rémunérateur, devrait bénéficier d'un effort délibéré des puissances publiques. Quand on parle de la RDC, tout le monde se souvient immédiatement du cuivre, des diamants, du coltan, de l'or. Mais à tous ceux et celles qui ont pris le temps de se pencher sur le potentiel économique de ce pays, je dis qu'il y a beaucoup plus de potentiel de croissance dans l'agriculture du Congo, dans les pêches, dans l'exploitation forestière, dans les services, dans le transport et dans toutes les autres activités qui peuvent favoriser le décollage industriel de ce pays. Les efforts que le gouvernement fait pour pouvoir diversifier l'économie, c'est une sorte d'assurance vie pour le Congo et d'une assurance pour le futur, parce que cela permettra de soustraire ce pays aux fluctuations dues au cours des matières premières. La deuxième chose, Monsieur le Premier ministre, qui est aussi au cœur de votre action et de l'action du Président de la République, c'est celui de la protection sociale. Ceux et celles qui sont attentifs au progrès du Congo peuvent remarquer que les plus grands chantiers d'investissement que le gouvernement a mis à route, ce sont des chantiers qui visent à l'amélioration de l'accès aux services de base. Il y a quelques mois, j'ai assisté, au cours de la rentrée scolaire, à une activité conjointe entre le gouvernement et l'UNESCO où la statistique de 18 millions d'enfants congolais qui retournaient à l'école au début du mois de septembre nous a été partagée. Moi, je dis, mais pourquoi ce chiffre n'est pas connu? Parce que c'est un chiffre qui est très important. Le jour de la rentrée scolaire, si le Congo est capable de mettre à l'école 18 millions de ses fils et de ses filles, je pense que c'est une statistique qui est importante, malheureusement qui n'est pas connue, parce qu'il est qui est brouillé par tous les discours catastrophistes qu'on entend sur le Congo, alors qu'il y a de bonnes choses qui se passent ici. Mon second message, Monsieur le Premier ministre, c'est celui concernant l'outil statistique. Ceux et celles qui sont ici présents peuvent s'étonner de savoir comment le Congo a fait un bond de 11 places d'une année à l'autre, entre 2014 et 2015.
Plusieurs raisons. La première, le Congo fait un travail plus sérieux de collecte et d'analyse de ses statistiques en matière de développement. Et ces statistiques améliorées, analysées correctement et mises à la disposition des institutions financières internationales permettent au Congo d'être dans la compétition et être capable de défendre sa position. Voilà pourquoi le classement de 2014 et le classement de 2015 a permis au Congo de faire un bond de 11 places. La deuxième raison, c'est que ceci n'est pas seulement une question statistique. Les Congolaises et les Congolais devraient noter que le développement humain durable, ce n'est pas la croissance économique, ce n'est pas le taux de croissance, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'espérance de vie, c'est le logement, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à la santé. C'est l'ensemble de tous ces indicateurs agrégés qui montrent le progrès du Congo. Conclusion, si le Congo a fait un bond de 11 places, c'est que le Congo est en train de faire quelque chose de bien quelque part. Et cela est en train de se refléter dans ce rapport. Mon troisième message, Monsieur le Premier ministre, c'est un message d'espoir. Son Excellence, Monsieur le Président, s'est adressé aux deux chambres du Parlement réunies en congrès il y a 2 jours. Et pendant cette adresse, il s'est adressé aux Congolais et a partagé certains des indicateurs sur la santé maternelle, la santé des enfants, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, le logement et les grands chantiers d'investissement que le gouvernement veut mettre en place. Le lancement du rapport d'aujourd'hui est un écho qui poursuit ce message d'optimisme et ce message d'espoir. Quel est ce message? Simplement, c'est de dire aux Congolaises et aux Congolais que le Congo est de retour sur le chemin de la stabilité et de la croissance durable. Est-ce que tout est parfait au Congo? Je ne peux pas m'avancer jusque-là. Il y a encore du travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Et ce message doit être partagé et amplifié. Mon dernier message, Monsieur le Premier ministre, c'est celui de la communication sur le progrès du Congo. J'ai le privilège de vous rencontrer plusieurs fois, vous et les ministres de votre gouvernement, et à chaque fois, je réitère toujours ma demande que le Congo ne doit pas simplement bien faire, mais il faut qu'il dise ce qu'il fait bien. Et cette occasion est pour nous l'opportunité de dire aux Congolaises et aux Congolais qui nous écoutent que tout n'est pas parfait au Congo, mais que le Congo est de retour et que le Congo est sur la bonne voie. Il faut continuer à travailler dans ce sens et les efforts, les décisions courageuses qui ont été prises pour améliorer le cadre macroéconomique, stabiliser la monnaie, créer les conditions de l'investissement et de l'emploi, ces efforts doivent être poursuivis. Parce que c'est seulement ça, une bonne gouvernance économique, qui va permettre au Congo de retrouver sa juste place de locomotive économique régionale et pourquoi pas de locomotive économique africaine et internationale. Du lundi 4 juin 2012, date de la première Troïka, au lundi 21 novembre 2016, date de la dernière Troïka, le Premier ministre Matata Ponyo, géniteur de cet instrument de gestion, a présidé personnellement plus de 225 réunions de la Troïka stratégique, soit 30 réunions en 2012, 52 réunions ordinaires et 19 réunions extraordinaires en 2013, 49 réunions en 2014, 52 en 2015 et 50 réunions ordinaires de la Troïka stratégique en 2016, et ce, sans compter plusieurs autres réunions extraordinaires tenues ici et là, même à l'intérieur du territoire national. Matata Ponyo s'en va la tête haute, battant jusque-là le record de longévité à cette prestigieuse fonction, soit 4 ans et demi comme chef du gouvernement. Il laisse derrière lui un héritage mémorable que l'histoire retiendra